je réponds parce que là, c'est le praticien qui répond. J'ai beaucoup travaillé dans les entreprises d'insertion par l'activité économique, notamment, et en fait, les collègues me disaient toujours, lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Lundi, il a rendez-vous, machin, etc., etc. Et, il est prêt. Alors, ça voulait dire quoi? Il est prêt. J'ai discuté avec le machin. On a préparé les horaires. Il est boosté, machin, etc., etc. Et en fait, les professionnels l'accompagnaient en disant, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ils n'allaient pas à l'entretien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Qu'à partir du moment où tu n'intègres pas l'idée que ça ne puisse pas marcher, les gens n'iront pas. Donc, ça veut dire que... Alors là, c'est très documenté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le fait que encourager devient problématique à partir du moment où les gens ont l'impression qu'ils sont obligés de réussir. Du coup, alors, dans les IA, ça nous frappait beaucoup sur le fait que les gens n'y allaient pas. Ils avaient plein d'excuses. Enfin, c'est votre quotidien aussi, des gens qui n'y vont pas. Hein. Et en fait, vous allez voir que nous, on pense qu'on soutient à faire et on rassure. Or, rassurer, c'est obliger à réussir. Je vous donne un exemple. Ta fille a échoué 2 fois le bac. Et elle le repasse une 3e fois en candidat libre. Et là, le matin, tu lui dis, t'inquiète pas, 98% des gens qui le passent une 3e fois, ils réussissent. Imaginez la réaction que va avoir la personne. Je donne souvent cet exemple pour que les gens comprennent qu'au fond, individuellement, le soutien à une expérience à vivre qui est perçue comme risquée, il faut que tu intègres l'idée que ça puisse ne pas fonctionner sans que ce soit la faute de la personne. Donc c'est vraiment une dissociation qu'on fait, c'est-à-dire on ne travaille pas sur la sécurisation de l'entrée, on travaille sur des scénarios possibles. Avec, par exemple, moi en entretien, je dis aux gens 2 options, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche, mais ça peut ne pas marcher pour des raisons indépendantes de ce qu'on a fait. Ça ne marche pas. Je suis là, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'obligation de réussir, en fait. Je sais pas, vous voyez ce mécanisme de l'obligation de réussir, on peut tous éprouver. Hein. On peut tous éprouver. Tu as le sentiment que tout le monde te dit ça va bien se passer. Là, tu as ton niveau de tension qui monte. Même physiquement, tu te dis donc je suis. Ce n'est pas possible d'échouer. Alors, si vous voulez, il y a 2 mécanismes psychologiques qu'on connaît bien maintenant. C'est le premier, c'est que tu intègres l'idée que même s'il y a 1% de chance, tu as un scénario catastrophe. Tu es dans le truc, ça t'arrive. Mais alors, le pire des scénarios, c'est que c'est ta faute. Je ne sais pas, vous voyez ce truc? C'est-à-dire, là, c'est vraiment le truc le pire. Non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, la responsabilité m'est imputable. Pour éviter ça, il faut absolument ne pas encourager et puis mettre en place les conditions du fait qu'il y a un essai, ça va marcher, ça ne va pas marcher, c'est quoi l'autre option? Et ça, moi j'ai beaucoup appris ça avec les Québécois par exemple, parce que c'est quelque chose dans lequel ils ont tout à fait conscience du fait que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Arrête de penser que tu sais ce qui va se passer. T'en sais rien. Du coup, l'idée qu'il y a un moment donné, tu vas prendre la décision, et puis on va t'aider à transformer cette décision prise, quels que soient les résultats. Il y a une chercheuse qui s'appelle Lauriane Paul qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces expériences qui nous transforment ». Et elle explique la chose suivante, elle dit on est obsédé par l'idée de vouloir savoir ce qui va se passer quand on aura décidé. Et on dit très mauvaise question, on n'en sait rien. Donc, tu fais ce que tu peux pour prendre la décision en connaissance de cause, et après, ton job, c'est transformer la situation pour en faire quelque chose, éventuellement de barrer, faire autre chose, et en tout cas être accompagné pour le faire. Du coup, je prends juste un peu de temps par rapport à ça, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler cet après-midi, mais ça veut dire que le niveau d'inquiétude que peuvent avoir les gens par rapport à un sentiment de protection, puis un sentiment de risque, on peut le travailler qu'à partir du moment où les gens ont le sentiment qu'il y a un risque qui est moins pris, puisqu'il y a toujours des solutions. Enfin, dans le développement de pouvoir d'agir, Yann Le Bossier dit toujours, de toute façon, il y a toujours plusieurs options. Il part comme principe qu'il y a toujours plusieurs options. Donc ça, c'est très important, parce que l'idée du pluriel, je sais pas, vous voyez, l'idée de la pluralité, ça permet de lutter contre le oui ou non. La binarisation du monde. Ça marche ou ça marche pas. Et en fait, c'est très intéressant, c'est-à-dire ça veut dire que ça marche pas. C'est pas forcément ma faute et il y aura d'autres options. Moi, je forme des employeurs là-dessus. Les gens, ils font leur... Ils vrillent, quoi. C'est-à-dire, à un moment, ils disent, il faut que j'arrête avec la fidélisation. Je dis, bah ouais. C'est comme, voilà, tu vis en union libre avec quelqu'un, tu décides de te marier, et 1 an après, tu divorces, quoi. C'est vraiment, bah oui, l'engagement, il fait fuir. Enfin, en plus, c'est documenté ce que je raconte, hein. C'est même pas drôle. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité de liberté, vous verrez, je reviendrai tout à l'heure sur les critères de décision et d'engagement. Un des critères d'engagement qui est
documenté depuis les années 70, c'est le sentiment subjectif de liberté. C'est un des plus puissants aujourd'hui. Et alors, ce qui nous étonne beaucoup, c'est que le contenu de l'activité est moins décisif, puisque je peux la quitter. Du coup, c'est quelque chose qui est compliqué pour notre imaginaire. C'est-à-dire, c'est pas tant le contenu, le métier, etc., qui devient des enjeux, mais plutôt les conditions d'exercice de l'activité et la compatibilité avec les choses que je fais par ailleurs. Là aussi, il y a une forme de naïveté de penser qu'il y a plein de critères qu'on va respecter. Il y a des gens, ils rentrent sur une situation de travail, en une journée, vous avez vu que ça allait le faire, tout simplement. Enfin, ça, c'est l'expérience. Et du coup, ça remet en cause une idée très française, c'est qu'il faudrait beaucoup se former pour être capable de travailler. Alors ça, quand vous vous promenez dans des projets européens, les collègues belges, etc., ils sont très surpris du temps qu'on met à former les gens pour les préparer aux situations de travail. Et du coup, ce que je voulais, mon tableau est compliqué pour dire une chose très simple. Les situations de travail sont apprenantes et formatives. Du coup, pourquoi toujours passer par des filtres qui seraient les freins à lever, qui seraient des compétences à développer, des savoirs à connaître, et est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ce timing pour permettre aux gens, si la situation est propice, d'organiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment une idée importante, et on a un modèle qui est que pour accéder à l'emploi, il faut avoir les compétences requises, et pour avoir les compétences requises, il faut avoir la formation. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas se former. Je dis juste que la systématisation de ce modèle pose problème, parce que l'entrée dans le monde du travail, il supposerait aussi que les gens se forment. Et il y a des gens pour qui se former, c'est au moins aussi difficile. Je crois qu'on a parlé de l'école tout à l'heure, hein, notre rapport à l'école. Il y a des gens, l'école, c'est le souvenir de se former. Même 15 jours, c'est un souvenir qui peut être totalement traumatisant. Donc, vraiment, je voulais insister là-dessus. S'il y a un modèle qui est vertueux, c'est le modèle de l'expérience. Là aussi, c'est pas nouveau, etc. Sauf qu'on a créé un modèle qui crée des filtres, en fait, qui crée des filtres. Et en créant des filtres, on empêche des gens à accéder tout simplement à une expérience dans laquelle on n'est pas capable de savoir si ça va le faire ou pas. Je redis ça parce que c'est important. Il y a des fois, ça marche pas. Tout le monde ne réussit pas. Il y a des fois, ça marche pas. Il faut intégrer l'idée que ça marche pas tout le temps. Par contre, il y a un vrai gain pour tout le monde. C'est-à-dire que même une expérience qui n'a pas fonctionné en termes d'emploi, c'est une expérience. Il y a des chefs d'entreprise qui découvrent la fonction formative du travail parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté jusqu'à présent. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie au fond au fait qu'on met en contact avec l'expérience le plus rapidement possible les personnes. Et en capacité, les personnes, c'est quoi? C'est simplement faire l'expérience que je suis capable de produire des résultats en situation. Et il n'y a quand même rien de mieux. Quand vous réussissez quelque chose dans une situation de travail dont vous pouvez être fier, la boucle est enclenchée et ça peut fonctionner. Même, c'est la décision qu'on avait, même pour des gens qui ont très peu d'expérience de travail et qui ont plutôt des expériences mauvaises de travail. Il y a deux critères qui sont extrêmement importants et qu'on a dans toutes les nouvelles pratiques sociales. C'est le critère de la réversibilité que j'ai évoqué tout à l'heure. La réversibilité, c'est la possibilité d'abandonner, d'où le débat sur le CDI qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai la possibilité de me désengager, j'ai beaucoup plus de facilité de m'engager. Et puis, la question, est-ce que la personne est partie prenante? C'est-à-dire, est-ce que dans l'organisation dans laquelle elle est, elle doit juste obéir et faire ce qui convient, ou est-ce qu'elle a juste un tout petit peu d'espace d'initiative? On ne mesure pas à quel point c'est un vrai enjeu. Prenez votre situation de travail. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir du jeu ou pas dans votre activité de travail? Vous allez vite voir que si vous n'en avez pas du tout et que vous remplissez des tableaux Excel et que vous faites du reporting tout le temps, vous n'allez pas rester dans cette activité-là parce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contribuer au travail. Tout le monde est pareil. On a besoin de contribuer en situation de travail et, je ne sais pas, Yves Clos dirait mettre du sien. Mettre du sien dans la situation de travail. Et pour les chefs d'entreprise, quand je leur dis, écoutez, il y a une clé. La première clé, c'est que arrêtez de vouloir garder quelqu'un toute sa vie. Donc, vous intégrez l'idée d'une temporalité courte. Et la deuxième chose, c'est réfléchissez au levier d'autonomie que vous pouvez ménager dans une activité de travail, même s'il y a des contraintes importantes. S'il y a ces deux critères, vous avez quelque chose où la personne a le sentiment qu'il y a un peu une marche, qu'il y a un peu du jeu. Je ne sais pas si vous voyez l'idée du jeu. C'est-à-dire que c'est un peu, plus c'est protocolaire, moins ça va fonctionner, plus c'est souple, plus c'est agile. Je crois que c'est Fanny qui évoquait le mot agile tout à l'heure, plus ça va fonctionner. Alors c'est une banalité, vous avez l'impression que je radote, c'est sans doute vrai, mais ça veut dire que poser comme principe que les personnes sont capables, c'est faire une grande révolution dans nos modèles.
que les personnes sont capables, les parties prenantes, les gens sont capables, tout le monde est employable, hein, pour reprendre ce que vous disiez, et tout le monde n'est pas un employeur. Et du coup, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, les gens sont capables, ça veut dire qu'à partir du moment où je pose la question, alors, il faut bien vous voyez les conséquences de cette décision. À partir du moment où je dis, les personnes sont capables, ma responsabilité, elle n'est pas que de les accompagner, ma responsabilité est de trouver les contextes. Je sais pas, vous voyez, ça c'est un déplacement que j'ai beaucoup appris avec mes collègues québécois. Ils disent, notre enjeu, c'est trouver les contextes facilitants. C'est pas trouver le job qui convient, c'est trouver le contexte dans lequel la personne elle pourra mobiliser ses ressources. Et puis on fera essai-erreur, hein, on essaiera des trucs et puis ça marchera pas, mais il y a des moments où ça fonctionnera pas. Où la personne a un point de vue et que ce point de vue est entendu. Alors là, je pense que dans SEV, c'est une priorité, il me semble, hein, que la personne et les objectifs sont faits avec elle. Vraiment quelque chose qui est central, vous l'avez compris, c'est un peu la boussole de ma vie, hein, c'est-à-dire privilégier l'expérience qui est une expérience à préparer, à vivre, à réguler, c'est-à-dire l'expérience, elle est centrale. Quand tu hésites, par exemple, à ce que tu vas faire, dis-toi qu'il faut commencer par faire et tu tireras les leçons de ce que tu as fait. Et du coup, tu pourras transformer ce que tu as fait en quelque chose qui te convient. Et si ça ne te convient pas, tu t'en vas. C'est un peu ce que me diraient les jeunes aujourd'hui.